Bonsoir. C'est une semaine politique très chargée aux États-Unis, marquée dans l'ordre chronologique par des primaires chaotiques chez les démocrates, un discours de feu du président Trump au Congrès suivi le lendemain de son acquittement dans son procès en destitution. Donald Trump a profité de son discours annuel sur l'état de l'Union pour vanter les bons résultats de l'économie américaine et le bas niveau du chômage. Un discours triomphaliste qui sonnait pour lui comme une célébration avant l'heure de son acquittement dans son procès en destitution, même s'il ne l'a pas mentionné. Du côté démocrate, le caucus de l'Iowa, qui permet traditionnellement à certains candidats de prendre une longueur d'avance sur les autres, n'a pas permis de clarifier le champ politique. Ces événements marquent-ils un tournant dans la campagne et les élections de novembre? Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités au cours de ces 30 prochaines minutes. En lançant la procédure de mise en accusation de Donald Trump le 24 septembre 2019, les démocrates savaient qu'il était peu probable qu'une majorité au Sénat la pousse à son terme en destituant le président des États-Unis. C'est aujourd'hui chose faite et le président Donald Trump est jugé non coupable. Il vient de réagir il y a quelques minutes à son acquittement. Je vous propose de suivre. Nous avons vécu l'enfer injustement. Nous n'avons rien fait de mal. Rien de mal. J'ai fait du mal dans ma vie, je l'admets. Je n'ai rien fait de mal, et ça, c'est le résultat final. Donald Trump a été le troisième président américain à faire l'objet d'un procès en destitution. Mais comme Andrew Jackson en 1868 et Bill Clinton en 1999, le président Trump n'a pas été destitué grâce notamment à des sénateurs républicains restés soudés jusqu'au bout. Cependant, les séquelles de ce procès ne vont pas disparaître de sitôt. Les explications de Salwa Jafari. Le verdict qui tenait l'Amérique en haleine est tombé. Le président américain Donald Trump est non coupable. President of the United States is not guilty as charged in the first article of impeachment. Le vote était sans surprise, démocrates et républicains étant presque tous restés fidèles à leurs affiliations. Les démocrates ont martelé que Donald Trump a entaché la démocratie américaine en conditionnant l'aide américaine à l'Ukraine à la contribution de ce pays aux enquêtes sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter. Les actions du président démontrent une conviction qu'il est au-dessus de la loi, que le Congrès n'a aucun pouvoir de questionner ou d'examiner ses actions et que tous ceux qui le font à leur risque et péril. Donald Trump va s'en tirer en abusant de son pouvoir à des fins personnelles, en abusant de son pouvoir pour empêcher le Congrès de se pencher sur son inconduite et en prétendant faussement qu'il a été disculpé. Il va échapper à la responsabilité parce qu'une majorité de sénateurs ont décidé de le laisser faire. Les sénateurs du propre parti du président ont divergé sur les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'acquittement. Certains ont fait valoir que Trump agissait entièrement dans le cadre des pouvoirs de sa fonction. La révocation du président pour avoir fait valoir des privilèges reconnus depuis longtemps et fondés sur la Constitution qui ont été invoqués par les présidents républicains et démocrates constituerait un précédent très dangereux. Alors que d'autres républicains ont reconnu que ces actions étaient inappropriées, ils ont déclaré que la destitution serait une peine beaucoup trop sévère. Mais pour la première fois dans l'histoire américaine, un sénateur a voté pour destituer un président de son propre parti. C'était une attaque flagrante contre nos droits électoraux, notre sécurité nationale et nos valeurs fondamentales. La corruption d'une élection pour se maintenir au pouvoir est peut-être la violation la plus abusive et la plus destructrice de son serment que je peux imaginer. Le vote de Romney prive le président de la possibilité de dire que le soutien républicain à son innocence a été unanime. Et les démocrates continuent de faire valoir que le refus par les républicains d'avoir des témoins dans le procès
invalide les résultats. Il y a un astérisque géant à côté de l'acquittement du président. L'astérisque dit qu'il a été acquitté sans fait. Il a été acquitté sans procès équitable. Et cela signifie que son acquittement est pratiquement sans valeur. Le peuple américain va lui aussi avoir son mot à dire. Il va pouvoir juger les actions de Trump lors de la prochaine élection présidentielle de novembre. Il y a un sentiment très puissant parmi les électeurs et parmi beaucoup de politiciens à Washington que nous sommes si près de l'échéance électorale que nous devrions vraiment laisser les électeurs décider de ce qu'ils pensent de Trump et de ce qu'ils pensent des choses qu'il a faites. L'un des procureurs de la Chambre basse durant le procès, Jerry Nadler, a déclaré aux journalistes que les démocrates continueraient à tenir le président responsable par le biais d'enquêtes, grâce à une ordonnance du tribunal réclamant le témoignage de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Merci beaucoup, Salwa. Et pour le débat, nous avons 3 invités. René Lec, analyste politique. Nous avons Henri Francisque, journaliste à VOA Afrique, et Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Merci à tous d'être avec nous et je démarre avec vous. Donc René Lec, le président aurait bien voulu que son acquittement intervienne avant son discours sur l'état de la nation, mais ça ne semble pas avoir changé grand-chose. On l'a vu tout à l'heure, l'heure est vraiment à l'offensive, non? Oui, tout à fait. Comme vous le disiez en introduction, effectivement, il a commencé l'offensive même avant, le jour d'avant, au moment de son grand discours sur l'état de la nation. Il y a eu l'acquittement hier et aujourd'hui, c'était la grande offensive. Et non seulement une offensive, mais une offensive assez violente, j'ai envie de dire, contre les démocrates, mais également contre Mitt Romney, comme le disait votre reportage, qui n'a pas voté pour l'acquittement. Alors Henri, l'acquittement n'était pas une surprise, mais il y a des votes comme celui du républicain, justement, Mitt Romney, et même du démocrate de l'Alabama, Doug Jones, qui ne sont pas passés inaperçus. Quels sont les risques pour ces deux? Pour Mitt Romney, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'il est très populaire dans son État, l'Utah, et aucun observateur ou analyste politique ne prédit une défaite pour lui quand s'il est de nouveau candidat. Il subit les assauts de membres de son parti. Oui, il subit les assauts des autres sénateurs puisqu'il a été le seul sénateur républicain à voter en faveur de la destitution. Et ça va empêcher le président Trump de dire que voilà, j'avais le soutien unanime de mon parti, mais je ne pense pas que Mitt Romney soit particulièrement préoccupé par la condamnation de ses collègues parce qu'il est tout à fait à l'aise politiquement dans l'État. Il a un fort soutien là-bas. D'accord. Et pour Doug Jones, qui est démocrate certes, mais qui vit dans l'Alabama, un État très conservateur. Il a pris un risque. Il a décidé de voter sa conscience, mais ça va probablement lui coûter très cher lors des prochaines élections. D'accord. Et Claude, le président aura beau jubiler, les démocrates continuent de dire que l'histoire retiendra qu'il a été mis en accusation. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus important? Le fait qu'il ait subi la procédure d'impeachment ou son acquittement? C'est une question un peu difficile. Non, c'est vrai que les démocrates ont raison de dire que, c'est vrai, Donald Trump conservera tout au long de sa vie, de sa vie politique, au moins cette tâche d'avoir été inculpé, d'avoir été accusé de chef d'accusation. Quel va être l'impact? Évidemment, c'est la grande question. Maintenant, à mon avis, il sera moindre. Bon, on l'a vu tout à l'heure, il vient de célébrer en grande pompe sa victoire, répéter que tout cela a été une vaste farce. Mais quel va être l'impact dans 9 mois? J'ai l'impression que le procès sera oublié. Et il ne faut pas oublier qu'il a survécu il a surmonté deux obstacles. Tout le monde maintenant a oublié plus ou moins le rapport Mueller. Donc, il a réussi à faire oublier d'une certaine façon l'affaire russe. Et là, le scandale ukrainien, ça va passer un petit peu aux oubliettes. Donc,
Ouais, on va voir comment ça va évoluer tout cela. Je pense que tout maintenant va dépendre du choix des démocrates comme candidat. Oui, Abdourahmane, si vous permettez, juste sur Mitt Romney, je voulais juste rajouter une chose. Moi, ça fait un bon moment déjà que je le pense et que je le dis souvent. Je crois, et je m'attendais à ce qu'il le fasse même avant, ce n'est que maintenant qu'il a décidé de le faire. Je crois qu'il se positionne pour le futur. Je crois que Mitt Romney... Quand vous parlez de futur, vous pensez à la présidentielle? Non, pour le futur même du Parti républicain. Parce que le Parti républicain, après Trump, parce que là, actuellement, on est vraiment dans une situation où c'est le Parti républicain de Trump, et je pense il se présente un peu comme le leader de l'alternative, ce qu'on appelle un peu les Never Trump, donc tous ceux qui sont tous sauf Trump. Et donc je pense que c'est cette carte-là qu'il joue, et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. D'accord. Et pour parler même de son discours au Congrès sur l'état de l'Union, on disait que l'impeachment avait déjà divisé le pays, mais ce qu'on a vu mardi, au sortir du discours, avec l'impression que les deux partis ne sont pas prêts du tout à se rapprocher. Oui, avec la leader du Parti démocrate qui a déchiré le discours du président à la fin. Le président lui-même qui ne lui a pas serré la main au début du discours. Comment on appelle, l'acclamation des républicains quand il est arrivé, qui ont 4 ans de plus. Donc c'est vrai qu'on se trouve, ce n'était pas une situation habituelle, ce n'est pas une situation solennelle comme c'est d'habitude le cas. Henri, justement, est-ce que vous avez jamais vu une ambiance aussi électrique lors d'un discours sur l'état de l'Union avec un président qui a, comme il l'a dit, semblé ignorer la main de la speaker, Nancy Pelosi, et cette dernière qui a déchiré son discours? Cela prouve la polarisation du monde politique américain en ce moment. C'est-à-dire que les deux partis se regroupent de façon à affronter l'échéance électorale de novembre. Et des deux côtés, on ne veut pas faire de concessions parce qu'il s'agit d'abord de consolider sa base. Alors Claude, le président a fait un discours de près d'1 heure et demie et finalement, ce sont justement ces deux moments qui font le plus de débat. Quelle image cela donne-t-il pour un pays comme les États-Unis quand même? Oui, écoutez, moi j'ai suivi quelques 50 discours sur l'état de l'Union et je dois dire que celui-ci a été le plus étrange, le plus inhabituel. Bon, par certains côtés, il a été traditionnel. Le président a dit que tout allait bien, l'état de l'Union était bon. Mais moins important peut-être plus important peut-être que le discours, ça a été justement cette atmosphère dont parlaient vos invités il y a un instant, cette tension palpable entre les républicains et les démocrates, c'est tout de même quelque chose d'assez étrange. Puis, en dehors du discours lui-même, il y avait le côté showbiz, Donald Trump, ancien producteur de télévision, qui présentait tous ses invités qui se trouvaient au balcon. Et c'était quelque chose d'assez inhabituel quand même. Mais ça a été un discours extrêmement fort, un discours de campagne en fait. Ouais. D'accord, vous dites un discours extrêmement fort. Soulever sa base. Tout à fait, vous dites un discours extrêmement fort. Claude, Henri, plutôt René, certains estiment que ce discours du président Trump a été l'un de ses meilleurs, je ne sais pas quel terme vous allez utiliser, quand même, c'était pas passé inaperçu, c'était un discours qui avait marqué, non? Oui, je sais que j'ai entendu Rick Santorum dire qu'il pensait que c'était le meilleur discours de Trump, et même ce que j'ai trouvé assez amusant. Non, je ne dirais pas ça, parce que c'était très partisan, et c'était très... Et c'était même un peu violent. Je signale au passage qu'il en a profité pour décorer et honorer Rush Limbaugh, qui est un animateur de radio, un chroniqueur qui est tout simplement, je pense qu'il n'y a pas un autre mot, qui est simplement raciste. Et cela a ému énormément de personnes, ému au sens plutôt négatif du terme. Justement, Henri, il y a ces moments-là, comme René le disait, la décoration du très controversé Rush Limbaugh. Trump était-il en mode campagne ou c'était normal? Il était en mode de campagne et c'est pour ça que les gens qui ont été honorés, si je peux utiliser ce terme, par le président Trump, étaient pour la plupart des Africains américains, parce qu'il tendait vraiment une perche à la communauté noire américaine pour essayer
d'obtenir un certain soutien, même minime, de la part de cette communauté. Et le cas de cet aviateur de l'escadrille de Tuskegee qui s'était battu pendant la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de mais est-ce qu'on peut lui reprocher? Ils disent aussi que les autres présidents aussi étaient un peu en mode campagne quand ils faisaient le discours sur l'état de l'Union. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? On est à moins de 300 jours de l'élection présidentielle et traditionnellement, dès qu'il y a eu les caucus, c'est-à-dire les primaires de l'État d'Iowa, et maintenant on approche de l'élection du New Hampshire, de la primaire du New Hampshire, les présidents traditionnellement, ceux qui brillent un nouveau mandat, sont en pleine phase campagne. Ils profitent de toutes les tribunes. Hein? Exactement. D'accord. Alors Claude, comment analysez-vous la réaction des démocrates? Certains ont quitté en plein discours. Nancy Pelosi, comme on l'a dit, a déchiré le discours. C'est de bonne guerre? Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, c'est de bonne guerre parce que le président ne les a pas épargnés, donc c'était leur façon de protester. Il fallait regarder Nancy Pelosi pendant tout le discours. C'était quelque chose d'absolument fascinant et on sentait qu'elle aurait pu sauter de son siège et d'aller insulter le président. Mais c'est un peu décevant, c'est un peu déprimant de voir cette polarisation dont parlait Henri. Ça n'augure pas très bien pour l'avenir du pays, à mon avis. Une fois encore, en 50 ans d'observation des États-Unis, j'ai jamais vu le pays aussi profondément divisé. Même au moment de la guerre du Vietnam, je ne crois pas que les Américains étaient aussi profondément divisés. Le climat de ce discours sur l'état de l'Union, pour aussi puissant qu'il était assez déplaisant. D'accord. Mais en tout cas, cela représente bien, malheureusement, l'état actuel du pays. D'accord. Merci en tout cas de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités, René Lec, analyste politique et administrateur de CNews+.com, Henri Francisque, journaliste à VOA Afrique, et Claude Porcella, ancien chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Nous avons reçu, comme d'habitude, quand il s'agit d'impeachment, beaucoup de réactions. Je vous propose quand même juste deux aujourd'hui. Antoine Lambala, à Lubumbashi, en RDC, écrit « J'avais déjà dit que si la procédure de destitution échouait, cela rendrait Trump très célèbre et lui permettrait de remporter l'élection présidentielle américaine de 2020 sans la moindre difficulté. » Puis Salomon Mungindu, à Kinshasa, les démocrates n'ont pas un bon candidat qui fera face à Trump. Il est confortablement assis sur un fauteuil avec beaucoup d'avance sur son potentiel adversaire jusque-là inconnu. Et justement, ça nous permet de parler de ces démocrates qui étaient censés démarrer la saison des primaires sur les chapeaux de roue. Mais des problèmes techniques ont lourdement retardé la proclamation des résultats dans l'Iowa. Malgré cela, il faut tout de même noter l'excellent résultat de Pete Buttigieg et la déception de l'ancien vice-président Joe Biden, arrivé quatrième. Alors, René Lec, les démocrates ont-ils ouvert un boulevard à Donald Trump? Surtout, on l'a vu tout à l'heure, hein, est-ce qu'ils ont ouvert un boulevard, d'autant plus qu'on vient d'annoncer, le chef du Parti démocrate veut un recomptage des voix dans l'Iowa? Oui, tout à fait, parce que on semblerait que déjà certains candidats, dont Joe Biden, contestent un peu
non pas les résultats déjà envoyés, mais tout le processus par lequel ils sont passés. Donc le recomptage semble important. Mais vous savez, Abdourahmane, moi ce que je peux vous dire sur la principale leçon que moi je tire de cette affaire d'Iowa, c'est que le taux de participation était à peu près l'équivalent de celui de 2016. Donc ça veut dire un taux très faible. Alors on s'attendait tous à ce que ce soit entre au moins, peut-être pas 2008 comme avec Obama, où alors là c'était vraiment le gros rush. On pensait que cette fois-ci, ce serait peut-être entre 2008 et 2016. On se retrouve avec un taux de participation. Il y a même des gens qui me disaient hier que c'était même un tout petit peu inférieur à 2016. Et c'est cela le plus inquiétant. Ça veut dire qu'il n'y a pas la mobilisation à laquelle Est-ce que cela ne donne pas raison à ces téléspectateurs de Kinshasa qui disaient qu'il n'y a rien en face? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mobiliser chez les démocrates? Peut-être que l'une des raisons, c'est peut-être cela. C'est peut-être qu'il n'y a personne qui excite un peu la base des démocrates pour l'instant. Et ce qui fait qu'en dans l'Iowa, ils ne se sont pas mobilisés. Henri, on a encore 11 candidats en lice chez les démocrates. Avec ce qui s'est passé dans l'Iowa, est-ce qu'on ne risque pas de voir la tension monter un peu plus du côté démocrate? Les experts s'attendent à ce que les candidats ne se fassent plus de cadeaux maintenant. Parce que d'habitude, après l'Iowa, il y a un ou deux candidats qui sont vraiment en flèche, qui progressent, et les autres commencent à réfléchir et se demander s'il faut rester dans la course. Mais avec le fiasco qui s'est passé au niveau des élections, le fait qu'on se dirige peut-être vers un recomptage, le fait aussi que le vainqueur, Buttigieg, dépassait de très peu le numéro 2 et le recomptage, s'il a lieu, on risque de se retrouver avec un problème de mobilisation, comme René le disait. C'est-à-dire que en ce qui concerne les candidats, ils sont déjà dans le New Hampshire. Pour eux, l'Iowa, c'est le passé. Mais comme disait René Lévesque, le vrai problème, c'est le manque de mobilisation. Je pense que beaucoup de leaders démocrates pensaient que l'affaire ukrainienne, l'impeachment, la mise en accusation du président, son procès en institution, allait vraiment exciter, si je peux utiliser ce terme-là, à la base démocrate. Apparemment, ce n'est pas le cas. Parce que les résultats sont vraiment en deçà des espérances des leaders démocrates. Et vous, Claude, comment est-ce que vous voyez tout ce qui s'est passé dans l'Iowa, qui était censé être une grande fête pour les démocrates, en tout cas marquer le début de la mobilisation démocrate? Oui, c'est une très mauvaise semaine pour les démocrates. D'une part, ils ont perdu le procès contre Trump et ils commencent cette campagne électorale avec une catastrophe. L'Iowa était véritablement un désastre pour eux. Mais vous disiez qu'il y a encore 11 candidats. En fait, la course se joue entre 3 ou 4. Bernie Sanders, Pete Buttigieg, qui a été la grosse surprise tout de même, quand on se souvient qu'il y a un an, il était pratiquement totalement inconnu. Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Joe Biden. Évidemment, la grosse déception pour les démocrates, modérés du moins, c'est de voir que Joe Biden semble extrêmement, on est dans une position extrêmement difficile, là, parce que c'est le seul qui, de l'avis quasi général, avait une chance de battre Trump. Il perd dans l'Iowa, il va probablement finir 4e. Bien sûr, il va contester en raison du chaos de l'élection. Mais enfin, le New Hampshire, il ne va pas pouvoir se relever dans le New Hampshire. C'est un État qui appartient à Bernie Sanders. Claude, on a l'habitude... Si Pete réussit à se classer premier ou deuxième... On a quand même l'habitude de dire que même une semaine, c'est long en politique. On est quand même à 8-9 mois des élections. Vous avez tout à fait raison. Hein. Encore tout peut se passer, bien entendu. Mais enfin, pour Biden, ça devient de plus en plus délicat. Il faut absolument qu'il remporte, et de façon significative, le Nevada et la Caroline du Sud pour se remettre en selle. Puis évidemment, tout va probablement se jouer pour le Super Tuesday,
début mars. S'il échoue, ben, évidemment, c'est une grosse chance. Je ne pense pas que Pete Buttigieg puisse aller jusqu'au bout parce qu'il manque tout de même d'expérience, il est jeune. Je ne sais pas si l'Amérique est prête à élire un président gay. Donc ça ouvre une voie, si vous voulez, une brèche pour Michael Bloomberg, exactement, qui pourrait être le sauveur du Parti démocrate. C'est vrai. Trump est à 49% aujourd'hui de taux de popularité, mais Mike Bloomberg est un peu en embuscade là. En fait, oui, parce que j'allais même dire, parce que quand Claude tout à l'heure énumérait les principaux candidats, importants en tout cas pour les démocrates, il y en a vraiment 4. Il y a le 5e qui est peut-être l'un des grands gagnants de ce qui s'est passé dans l'Iowa, c'est Mike Bloomberg. Le fait de ne pas, bien qu'il n'ait pas participé à cette primaire-là, je crois que ça montre que quelque part, peut-être que le nombre de candidats et le type de candidats des démocrates ne sont pas des meilleurs. Mais il est quand même autour de 3%. Oui, attendez, il a beaucoup monté dans certains sondages, on le retrouve à 9-10%, et de manière absolument... il progresse de manière assez significative. Donc je crois qu'il peut être un facteur important, et il va arriver dans le jeu à partir du Super Tuesday, là, comme on dit, et donc on va voir ce qui va se passer. Henri, le président Trump dit qu'il adorerait faire face à Mike Bloomberg, de 2 milliardaires de New York. Ce serait quand même... Oui, ce serait extraordinaire parce que, bon, d'habitude, les milliardaires de New York ne font pas de la politique, ou alors ils le font dans les coulisses. Et deuxièmement, vous avez le président Trump qui est un New-Yorkais, qui a été démocrate la plus grande partie de sa vie, qui est maintenant le porte-étendard des Républicains, et c'est l'idole de la base républicaine. Et puis vous avez Bloomberg, un milliardaire de New York, qui ne fait pas campagne, mais il a des fonds illimités. Il vient de doubler son budget pour la campagne, pour des centaines la publicité. De millions de dollars. Donc il a les moyens d'être en embuscade dans le Parti démocrate, au cas où ça ne se décante pas et il n'y a personne qui fait l'unanimité. Il peut arriver avec de gros moyens et dire il faut trouver un candidat qui peut faire campagne, qui a l'argent et l'expérience nécessaire. Il a été maire de New York. Oui, Claude, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va vers une présidentielle très disputée. C'est votre avis ou pas? Oui, tout à fait. Je crois que ça va durer très très longtemps en ce qui concerne les primaires démocrates, à moins qu'il y ait vraiment un gagnant très 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 net après le Super Tuesday. On s'achemine malheureusement malheureusement pour les démocrates, vers une convention très très tendue. Le gros danger, à mon avis, c'est Bernie Sanders, parce que si les démocrates le choisissent comme leur candidat, leur porte-drapeau, comme leur candidat en novembre, il y a de fortes chances que Donald Trump, à mon avis, soit réélu. En tout cas, René, 2016 aurait dû servir de leçon aux démocrates. Il y a cette aile ultra-libérale et puis les modérés. En 2016, ça n'a pas beaucoup marché. Et on ne risque pas de se retrouver dans cette situation? Oui, ça n'a pas beaucoup marché. Et je faisais le calcul hier ou avant-hier des nombres de voix, du pourcentage d'Elizabeth Warren, plus ceux de Bernie Sanders, donc les deux progressistes, comme on dit, ils sont à peu près à 46%. Donc l'idée selon laquelle le mouvement progressiste au sein des démocrates est majoritaire, c'est peut-être ceux qui ont le plus d'enthousiasme, le plus d'énergie, mais d'un point de vue numérique, ils ne sont pas nécessairement n'est pas nécessairement le groupe le plus important. En tout cas, c'est des primaires qui viennent d'être lancées, malheureusement, pas de la meilleure des manières pour les démocrates, mais on va suivre. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook, sans oublier bien sûr nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.